Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 7e et dernière partie du roman Jurassic Park de Michael Crichton. Et donc, commençons. Le parc semble enfin avoir été maîtrisé. Il y a désormais moins d'animaux car certains ont été tués par d'autres. Depuis que les clôtures sont tombées depuis si longtemps, tous les animaux se sont mêlés. Grant et Muldoon décident de chercher les nids d'animaux, notamment ceux des raptors, et ils doivent rendre compte de chaque animal né sur l'île avant de permettre à la garde nationale de détruire l'ensemble de l'île. Ils trouvent des grenades dans le cellier banalisé et partent. Grant explique le mystère dans la façon dont les dinosaures ont pu se reproduire. Dans certaines conditions, les grenouilles peuvent changer de sexe et les dinosaures possèdent tous de l'ADN de grenouille. Grant, Ellie et Gennaro découvrent un nid de raptor. Grant se glisse dans le trou. Malcolm tombe dans le coma et Hammond blâme tout le monde pour les échecs du parc. Alors qu'il se dirige vers son bungalow, il est surpris par un rugissement qu'il reconnaît comme étant celui du jeune tyrannosaure. Il s'enfuit, mais tombe à flanc de colline et finit par se retrouver face contre terre dans un ruisseau. Sa cheville droite semble cassée. Il n'a qu'une centaine de mètres de son bungalow et il appelle à l'aide. Pendant ce temps, Malcolm est devenu délirant, sa fièvre est plus élevée et les réserves d'antibiotiques sont sur le point de s'épuiser. Ellie et Gennaro rejoignent Grant dans le nid de dinosaures et se cachent derrière des cartons. Ils voient 2 raptors adultes et quelques bébés. Grant estime qu'il y a au moins 30 raptors dans le nid, dont 4 ou 6 adultes. Il examine le premier nid et compte les 14 œufs. Après avoir examiné 2 autres nids, il conclut que 34 raptors sont nés. Ellie note que lorsque les raptors restent immobiles, ils font tous face à une certaine direction. Elle se demande s'il s'agit d'un comportement rituel. Grant pense que cela pourrait être une forme de communication. John Hammond est assis sur le flanc humide de la colline. Haletant, il commence à s'inquiéter et commence à se diriger vers son bungalow, même avec une cheville cassée. Et depuis un haut-parleur, il entend ses petits-enfants Tim et Lex en train de jouer avec les haut-parleurs du parc et il découvre qu'en réalité le cri de T-Rex qu'il avait entendu est en fait généré depuis ce haut-parleur en question. Cela met en colère Hammond, qui se dit qu'il n'aurait jamais dû faire venir ses petits-enfants, et se disant qu'il n'aurait été qu'une source d'ennui. Cependant, un grand groupe de Procompsognathus commence à se rassembler, et Hammond se souvient vaguement qu'ils attaquent à des animaux estropiés. Et cet animal estropié était le milliardaire lui-même. Utilisant leur venin narcotique pour paralyser leur proie, cette tentative de riposte sont vaines, car il finit par sombrer dans une inconscience profonde et impitoyable, alors qu'un des Procompsognathus saute sur son cou et commence à le dévorer. À la sortie du nid, Grant et les autres observent les raptors au bord d'un marécage, près de la plage qui donne sur le Pacifique. Ils sont tous alignés ensemble, regardant vers le sud. Un navire apparaît du sud et les animaux l'observent. Grant observe comment ils se comportent tous en groupe et décide qu'ils sont organisés autour d'un ordre hiérarchique matriarcal. Il conclut qu'ils regardent l'océan parce qu'ils veulent migrer. Grant, Gennaro et Ellie sont récupérés par un hélicoptère appartenant à la garde nationale costaricaine. Muldoon et les enfants sont déjà dans l'hélicoptère. Un des soldats s'approche de Grant et lui dit qu'il n'y a pas de temps à perdre. Muldoon se penche et crie à l'oreille du docteur Grant. Ils veulent qu'ils partent d'ici maintenant. Ils vont le faire maintenant. Les soldats ont attrapé Alan, Ellie et Gennaro avant de les pousser dans les sièges arrière et de les aider à attacher leur harnais. Ils se préparaient pour le décollage et les petits-enfants, Lex et Tim, étaient épuisés à l'intérieur de l'hélicoptère. Muldoon a dû les aider à monter alors qu'un officier s'approchait de Grant et lui posait une question. Est-il en charge? Et il le dit aussi à Gennaro. Mais Grant, Ellie et Donald répondent que non. Alors que l'hélicoptère s'élevait au-dessus de la plage, sa porte était laissée entr'ouverte. Alan jeta un coup d'œil et essaya de repérer la meute de vélociraptors, mais il ne les trouva pas. Comme s'ils avaient disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Maintenant, Grant se pencha vers Muldoon et lui posa des questions sur les autres. Ce dernier lui dit que tous les ouvriers, Malcolm et le docteur Jerry Harding, ont été évacués, mais que Hammond est mort.
Grant décida de regarder l'île une dernière fois avant de partir. Dans la lumière déclinante, il pouvait distinguer le jeune T-Rex accroupi sur un hadrosaure fraîchement tué, ses mâchoires ensanglantées, alors qu'il regardait l'hélicoptère, alors qu'il passait au-dessus du lagon. Puis, quelque part derrière eux, ils ont entendu une forte explosion, et s'aperçoivent un autre hélicoptère foncer vers le centre des visiteurs qui explosa. Lex, en entendant les cris d'agonie des dinosaures, commença à pleurer. Ellie passa rapidement son bras autour d'elle pour la conforter. Grant regarda le sol et eut un dernier aperçu des hypsilophodons en train de manger comme des gazelles avant qu'ils ne soient tués par une autre explosion. L'hélicoptère prit de l'altitude et s'est déplacé au-dessus de l'océan. Grant s'est assis sur son siège en s'interrogeant sur tous les dinosaures qui se tenaient sur la plage, prêts à migrer. Il se demandait exactement vers où il pourrait migrer s'il le pouvait. Mais Grant réalisa bientôt qu'il ne le saura jamais. Il a commencé à se sentir triste et soulagé en même temps, alors que l'île était en proie des flammes. Des bombes tombèrent les unes après les autres jusqu'à ce qu'il ne reste que d'Isla Nublar, un énorme incendie. Jurassic Park avait été détruit. Quelques jours plus tard, Grant est interrogé par les autorités costaricaines. Lui et les survivants séjournent dans un hôtel. Le contact avec le monde extérieur est autorisé, mais ils ne peuvent pas partir. Il est indiqué que ni Amande ni Malcolm n'a été autorisé à être enterré correctement. Grant reçoit bientôt la visite de Martin Gutiérrez, qui avait trouvé le premier spécimen de Procompsognathus. Gutiérrez raconte à Alan un événement étrange survenu dans le nord rural. Des animaux inconnus mangeaient des récoltes et se déplaçaient en ligne droite de l'autre côté aux montagnes jusqu'à la jungle. Les animaux n'ont pas été retrouvés. Gutiérrez et Grant soupçonnent qu'il pourrait y en avoir davantage. Les dinosaures pourraient être toujours vivants. Et c'est la fin du roman Jurassic Park. Alors déjà, comme on peut le voir, cette fin, elle a vraiment rien à voir avec le film. Parce que déjà, Amande meurt dans le roman, contrairement au film. Enfin, même si dans l'univers des films, il meurt mais de vieillesse, alors que là, il se fait tuer par des compis dans une scène qui est d'ailleurs très similaire à la mort de Dieter Stark dans Le Monde Perdu Jurassic Park. Et aussi, enfin, déjà, la destruction d'Isla Nublar, alors là, ça peut faire un petit pincement au cœur pour les dinosaures qui périrent dans les flammes. Parce que déjà, le jeune T-Rex est vu mourir, et aussi des hypsilophodons innocents, et enfin voilà quoi. Cette fin, elle a rien à voir avec celle du film. Et donc, et heureusement qu'ils n'ont pas mis ça dans le film, parce que là, je sens que ceux qui s'étaient attachés aux dinosaures, ils auraient versé toutes les larmes de leur corps, dont moi d'ailleurs. Mais bon, Isla Nublar a été épargnée dans le film, même si Isla Nublar finira quand même par être détruite dans Fallen Kingdom, cette fois-ci à cause d'un volcan et non pas par l'armée du Costa Rica. Qui d'ailleurs dans le roman, pour ceux qui ne le savent pas, mais cette armée de l'air du Costa Rica est totalement fictif. Et aussi on peut voir que Ian Malcolm est présumé comme ayant pas survécu à l'incident, et mais cependant c'est quelque chose qui sera changé parce que dans le deuxième roman, donc Le Monde Perdu, qui est donc la suite de celui-là, Ian Malcolm est toujours vivant, comme dans le film d'ailleurs. Et donc bah voilà, hein, c'est... Le roman Jurassic Park est plus digne d'un thriller qu'un film d'action et d'aventure. Et heureusement que Steven Spielberg a fait en sorte de modifier tout ça avec l'accord de Michael Crichton pour ainsi avoir la saga que nous connaissons et aimons tous aujourd'hui. Et donc merci à Steven Spielberg d'avoir fait ça et merci à Michael Crichton de lui avoir permis. Surtout je trouve pour nous avoir fait échapper à cette fin tragique pour les dinosaures. Parce que là, ça aurait été encore plus triste que la scène du brachiosaure dans Fallen Kingdom qui, alors là, je me souviens, j'avais lâché des larmes au cinéma. Mais bref, donc nous avons terminé avec le roman Jurassic Park de Michael Crichton. Et donc, et avant de conclure, dites-moi en commentaire si vous avez envie que je fasse Le Monde Perdu, donc la suite de ce roman dans un concept à peu près similaire à celui-là. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires et à la prochaine. Et n'oubliez pas, la vie trouve toujours un chemin.